Bonjour et bienvenue. Je suis Justine Mandreau, responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Benoît, bonjour. Je te remercie d'avance pour ton intervention. Merci Justine. Je me présente Benoît Mirande, je suis enseignant en activité physique adaptée. Je travaille également à la Mutualité française Occitanie en tant que responsable prévention santé. Aujourd'hui, nous allons parler activité physique, nous allons parler activité cognition, et nous allons voir un petit peu par quelques informations comment activer votre cerveau. Dans un premier temps, on y va. Euh, Rapidement, je vais vous brosser qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce qu'on a dans la tête, au sens anatomique propre, mais nous allons voir ça quand même assez rapidement. Je vais vous montrer rapidement les différentes fonctions cognitives auxquelles on peut faire appel. Ensuite, nous allons parler activité physique et cognition, et notamment les trois informations que vous voyez là, proprioception, coordination et double tâche. Nous allons voir tout ça ensemble. Bien évidemment, je vais vous définir l'ensemble de ces informations. Alors, qu'est-ce que le cerveau? Le cerveau qui est avec la moelle épinière va constituer notre système nerveux central. Cet ensemble va être capable d'intégrer les informations que l'on va recevoir, de contrôler notre motricité et enfin d'assurer les fonctions cognitives. Du coup, de manière générale, en moyenne, le cerveau pèse un peu plus d'1 kilo et il est composé aux trois quarts d'eau, d'où l'importance, notamment avec ces temps que l'on peut avoir aujourd'hui, de boire. C'est l'élément le plus important pour notre cerveau. C'est également l'organe le mieux protégé de l'ensemble du corps, d'une part parce qu'il baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. En fait, ce liquide va permettre de réduire les chocs que l'on peut recevoir, et ensuite également parce qu'il est protégé par ce qu'on appelle la boîte crânienne, notre tête. Boîte crânienne qui fait partie des os les plus solides du corps humain. Il consomme environ 15 à 20% de notre énergie. Donc important de boire, important de manger équilibré. Il va notamment consommer du glucose, qui est donc le sucre le plus simple et qui va être fourni par notre alimentation. Et il est également très riche en vaisseaux sanguins, ce qui va lui permettre d'avoir un apport très très important en oxygène. Et donc il va avoir une consommation en oxygène très très importante. Et ensuite, à l'intérieur de notre cerveau, on va retrouver ce qu'on appelle les neurones. Donc, le cerveau est principalement composé environ de 100 milliards de neurones. Donc, il va constituer notre réseau. Et ces neurones se connectent entre eux pour former des connexions avec lesquelles nous allons pouvoir traiter les informations. Donc, c'est ce que je vous ai dit plus haut. Traiter les informations que l'on va recevoir, que l'on va donner également, donc contrôler notre corps et gérer donc toutes nos fonctions cognitives. Et donc, sans neurones, le cerveau ne pourrait pas fonctionner, bien évidemment. Et donc, ce cerveau est coupé en deux, si on utilise des termes plutôt simples. Donc, on va avoir ce qu'on appelle deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Vous allez voir quand je vais vous parler d'activité physique et cognition, certains exercices que je vais vous présenter vont permettre en fait de dissocier les deux hémisphères et de faire travailler les deux en même temps. Parce que chaque hémisphère a sa propre fonction. Et là, certains exercices vont permettre de travailler les deux en même temps. Donc, voilà de comment est constitué un cerveau. Donc, il y a 5 parties principales, on va dire. On va commencer avec le lobe frontal, qui est ici. Donc, c'est la partie qu'on va retrouver devant, au niveau de la boîte crânienne. D'accord? Là, vous avez le nez, la bouche. Donc, c'est cette partie rose qui va être devant nous. Donc, ça va être, cette zone, ça va être le lieu du raisonnement. On va retrouver aussi les fonctions du langage et les fonctions de coordination. Tout ce qui va être coordination volontaire.
Voilà. De plus, vous pouvez retrouver également l'expression émotionnelle, contrôle musculaire, donc ça va avec la coordination, et la mémoire. Ensuite, on va aller voir le lobe pariétal. Donc, le lobe pariétal, c'est lui qui est situé au-dessus du crâne. D'accord? Donc, dedans, on va voir le siège de la connaissance du corps, également l'espace environnement. On retrouve aussi la zone où on va avoir tout ce qui est écriture, douleur, thermorégulation et également le toucher. C'est dans cette zone que les informations arrivent pour le toucher. Ensuite, derrière, vous allez avoir le lobe occipital. Donc, tout ce qui va être intégration des messages, donc notamment le traitement visuel. D'accord. Ensuite, dessous et sur le côté, on va avoir le lobe temporal. D'accord. Tout ce qui va être centre de l'audition, de la vue, de l'odorat, le goût, l'ouïe, etc. D'accord? Donc tout ce qui va être, tout ce qui va toucher au niveau des sens. Et ensuite, le dernier, celui-là qui est tout en bas, et en fait qui va être connecté à la moelle épinière. Donc cette partie-là que vous voyez, c'est la moelle épinière. Donc c'est ce qu'on appelle le cérébellum ou le cervelet. Et donc c'est cette partie qui va contrôler l'équilibre et la coordination des mouvements et qui va servir de point de passage entre les hémisphères cérébraux, donc les quatre lobes qu'on a vus, et donc la moelle épinière. Donc voilà comment est constitué le cerveau de manière très simple. Donc, on va commencer. Donc, je vais essayer de rendre le diaporama un petit peu interactif. Je vais vous demander de regarder attentivement cette image et je vais vous donner 2 minutes pour essayer de mémoriser un maximum de détails. Allez, c'est parti. Bien évidemment, vous essayez de jouer le jeu et bien évidemment, pas de papier, pas de stylo pour noter cette image. Allez, je vous laisse encore 30 secondes. On essaie d'être attentif à l'ensemble de l'image, à tous les détails. Ah, et très bien. On continue. Donc, maintenant, on va parler des fonctions cognitives. Alors, qu'est-ce qu'une fonction cognitive? C'est l'ensemble des processus mentaux qui permettent de percevoir, de mémoriser, de raisonner, d'apprendre et d'interagir avec son environnement. D'accord? Euh, Vous avez mis en place vos fonctions cognitives pour mémoriser l'image que vous avez vue précédemment. Et on va être principalement sur la mémorisation. D'accord? Donc, les fonctions regroupent tous les mécanismes qui vont être nécessaires à la pensée et à l'action. D'accord? Donc, dedans, on va retrouver l'attention, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, les cognitions sociales et les capacités visio-spatiales. D'accord? Donc, ça va permettre de traiter l'information, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes et ou de s'adapter à des situations nouvelles. D'accord? Donc, si on revient sur l'image, vous avez mis en place un processus, d'accord, pour essayer d'enregistrer cette image et d'enregistrer le maximum de détails. Donc, on va détailler toutes ces conditions, mais voilà, vous avez utilisé la mémoire et l'attention pour essayer de
mémoriser cette image. Peut-être que certains d'entre vous ont utilisé le langage, se sont parlé. Ça va permettre d'aider pour mémoriser également. Voilà. Ou alors, ils ont retranscrit cette image dans un endroit, dans un lieu, avec un bruit, un son, etc. Donc là, on est plutôt sur des capacités visuospatiales. Chacun a ses capacités, chacun utilise ses processus différents pour enregistrer l'image. Donc, si on fait un petit focus sur l'attention, qu'est-ce que c'est l'attention? C'est la capacité à se concentrer sur des stimuli précis tout en ignorant les distractions, d'accord? En incluant l'attention sélective, attention soutenue et attention partagée. Il existe trois attentions distinctes auxquelles on peut faire appel, d'accord? Des activités telles que marcher ou conduire nécessitent peu d'attention. Car leurs pratiques sont répétées et à force de les répéter, ça nous a permis de les intégrer dans nos processus et de rentrer dans une routine quotidienne. On n'a plus besoin de réfléchir pour marcher ou pour conduire. C'est devenu presque inné. D'accord? Par contre, tenir une conversation avec quelqu'un nécessite plus d'attention. C'est pas tellement parler qui nécessite plus d'attention, c'est de raconter quelque chose. Il faut se souvenir, se rappeler qu'est-ce qu'on nous a dit pour le retranscrire en utilisant les mots qui ont été dits, etc. Donc ça demande plus d'attention. Et l'attention peut également être sélective par rapport à un stimuli qui peut être très très fort, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur celui-ci. Par exemple, vous êtes capable de travailler sur votre ordinateur ou de faire la cuisine alors que la télévision est allumée. D'accord? C'est ça. On appelle faire deux choses en même temps. D'accord? Mais les deux choses en même temps, à un moment donné, vous allez être capable de vous concentrer sur une seule des deux tâches et laisser l'autre de côté pendant un temps. Ok. Ensuite, on va parler d'inhibition. Pourquoi je vous parle d'inhibition? Parce que on va faire un lien avec l'attention. L'inhibition, c'est une fonction qui permet de supprimer des informations ou des réponses non pertinentes pour maintenir sa concentration. Avec l'attention, on va sélectionner et se concentrer sur une chose, tandis que l'inhibition, on va filtrer, on va la contrôler et on va même la supprimer. D'accord? Quand on est sur le travail sur ordinateur, on est concentré, on est attentif à sa tâche et on inhibe pendant un temps le son de la télé. C'est ce qui se passe. Ces deux fonctions sont complémentaires et indispensables pour un fonctionnement efficace. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer sur le chat. On y reviendra, bien évidemment, tout au long de la séance. Alors, petit exercice d'inhibition. Du coup, ça sera à vous de jouer. Et à la fin de l'exercice, n'hésitez pas à mettre vos ressentis, votre ressenti sur le chat. Voilà, si ça a été dur, ça a été facile, etc. Ok? Donc, une petite consigne très simple. Chez vous, bien évidemment, vous n'allumez pas vos micros, hein, mais vous faites ça chez vous. Vous allez lire à haute voix la couleur de chaque mot. D'accord? Donc, vous allez voir apparaître des mots et chaque mot vont être coloriés d'une certaine couleur. Il faut que vous lisiez à haute voix la couleur des mots. Alors, on y va, on affiche. Donc, on lit la couleur du mot et non pas le mot du coup. Donc, vous avez bien vu que les mots sont une couleur et que la couleur affichée sur le mot est une autre couleur. D'accord? Si on lit les mots, c'est vert, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, rouge, jaune, vert, bleu. Mais du coup, si on suit la consigne, il faut lire la couleur de chaque mot. Donc, si on respecte la consigne, c'est vert, rouge, bleu, vert, jaune. Hop, si je prends la deuxième ligne, jaune, bleu, vert, rouge, bleu. D'accord? Et vous pouvez continuer comme ça. Ces déclinaisons. D'accord? Donc n'hésitez pas, ceux qui ont réussi de marquer que c'était facile, n'hésitez pas à faire du coup un commentaire voilà, sur sur le principe de l'exercice. Donc là, on est vraiment sur un exemple d'inhibition, c'est-à-dire qu'il faut s'empêcher de lire le mot
pour donner la couleur, la bonne couleur. D'accord? Cet exercice, vous pouvez en retrouver plein sur Internet. Voilà, ça illustre parfaitement qu'est-ce que l'inhibition. Je me force à ne pas dire le mot, mais à juste donner la couleur. Donc là, bien évidemment, l'exercice est exagéré, puisque le mot est une couleur, donc on accentue la difficulté, mais c'est vraiment un exemple d'inhibition, d'exercice d'inhibition. Allez, on continue. Euh, Toujours dans les processus cognitifs, on va également parler de sensation. C'est quoi la sensation? C'est un processus de réception d'informations de l'environnement qui vont être liés avec vos organes sensoriels. Donc les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau. D'accord? C'est vraiment l'utilisation des sens. Et à côté de ça, on va également parler de perception, qui est un processus où on va interpréter les informations. Les expériences, du coup, passées influencent énormément votre perception et vous permettent de donner un sens à ce qui vous entoure. D'accord? Donc, vous avez vraiment la sensation, c'est ce que vous allez recevoir de l'environnement par le biais de vos sens. Et la perception, c'est en fait ce que vous allez en faire. À l'image qui apparaît, qu'est-ce que vous voyez en premier? Est-ce que c'est les joueurs, les Mexicains qui jouent de la guitare ou est-ce que c'est le couple de personnes âgées? En fonction de votre perception, en fonction de vos sens, ben, vous allez voir différemment. D'accord? Ici, on a la dame âgée avec son nez, son menton, les yeux, la bouche, le monsieur âgé, le nez, la bouche, les yeux, hop, le crâne. Mais vous pouvez également voir deux musiciens mexicains ici avec la tête, le sombrero, les bras, le corps, les pieds. Ici, la guitare. Hop. Et tout au fond, on peut voir une personne, une dame certainement, qui sort d'une porte. D'accord? En fonction de votre perception, en fonction de votre ressenti, vous allez voir apparaître une image plutôt qu'une autre. Pareil pour la suivante, deuxième image, celle-là, elle est plus connue. Qu'est-ce que l'on voit en premier? Qu'est-ce qui apparaît en premier? La jeune dame ou la dame âgée? Toujours pareil, en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, de ce que nous montre et de ce qu'on perçoit, mais on va voir quelque chose de différent. Ici, on va avoir le profil de la jeune dame avec les cils, le nez, hop, le cou, le manteau, les cheveux avec hop la petite plume avec la coiffe. Ou alors on va voir la personne âgée, les cheveux, les yeux. Ici on a le nez, la bouche, le menton. Pareil, le manteau et le châle, le voilà. Voilà. D'accord? Donc en fonction de votre perception, on en revient aux définitions ici de votre sensation, de votre perception. On va voir deux choses différentes. Qu'est-ce qui prédomine? Une par rapport à l'autre. Voilà. Toujours pareil. Si vous voulez ces exercices comme ça, il en existe plein sur Internet, dans des livres, pour tromper votre perception, et donc notamment votre vue. Et enfin, on va terminer par la mémoire. La mémoire, elle est composée de trois processus. On va d'abord acquérir, ensuite on va stocker dans notre mémoire, et ensuite on va aller récupérer les informations que l'on a mis en réserve. D'accord? Que ça soit sur des idées, des faits, des images, des habitudes ou des événements tout autour de vous. D'accord? La mémoire, c'est le magasin de toutes les choses que vous avez apprises et retenues de vos activités, de vos expériences. C'est là-dedans où on retrouve tout. D'accord? Et on va parler de réserve cognitive. D'accord? La réserve cognitive, c'est la capacité du cerveau à trouver d'autres moyens de faire des choses. Et cette réserve cognitive, on peut l'améliorer, on peut la travailler, mais uniquement en effectuant de nouvelles tâches et en mettant le cerveau au défi d'acquérir de nouvelles compétences. Si on est dans la répétition, le cerveau va s'habituer, il va rentrer dans une routine de mémorisation, donc on va avoir l'impression de tourner un petit peu en rond, d'accord? Donc le cerveau, au niveau de la mémoire, il faut le challenger.
D'accord? Il faut lui amener de nouvelles choses, de nouvelles tâches, de nouveaux exercices. D'accord? Ça va permettre d'améliorer notre réserve cognitive. D'accord? Donc ensuite, la mémoire se décompose en plusieurs mémoires. On va trouver la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire de travail et la mémoire procédurale. Donc la mémoire procédurale, c'est elle qui va permettre l'apprentissage et la rétention d'informations. Et donc c'est en amenant de nouveaux exercices, de nouvelles tâches que l'on va permettre d'améliorer notre mémoire procédurale. Alors, petit retour sur l'image précédente. Je vais vous poser des questions. Vous allez écrire dans le chat. Hop, je vais avoir accès au chat. Comme ça va me permettre de voir les réponses qui vont apparaître. Donc, on va passer rapidement sur les questions. À vous d'écrire, hein, d'accord? Et donc, par rapport à l'image précédente que vous avez enregistrée, combien de marches d'escalier étaient composées l'image? Hop, hop, hop. Alors, je remonte. Hop, hop, je descends. Il y a beaucoup. 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4. OK. Hop. Alors, question suivante. Pour l'instant, vous voyez, vous n'avez pas la réponse, hein. Je vous afficherai les réponses au fur et à mesure. La porte comporte-t-elle une fenêtre? Oui, 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 oui. Beaucoup de oui. Ah, j'ai vu passer un non. Très bien. Oui. La façade de la maison est entièrement grise. Non, 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 non. Oui, non. OK. Combien de briques se compose la cheminée? Là, on rentre vraiment dans le détail. Voir si vraiment vous avez été jusqu'au bout. 12, 15, 10, 19, 3. Il y en a qui savent pas. 12, 11, 10, 8, 3. Il y en a qui ne les ont pas comptés. 11, OK. Il y a des bonnes réponses. De quel côté se situe la gouttière? Donc, vous prenez l'image en face de vous, hein, d'accord? À gauche, à gauche, à gauche. OK, on est pas mal. Du coup, donc, combien de marches d'escalier? En effet, il y en avait bien 4. Est-ce que la porte comporte une fenêtre? Oui. Est-ce que la façade était entièrement grise? Non. Combien de briques sur la cheminée? 11. Et la gouttière était bien située à gauche. Et je vous fais apparaître l'image ici. Ok. Donc sur la cheminée, j'ai vraiment compté les petites, les grandes, etc. Très bien. Hop. La suivante. Quelle est la bonne image? Du coup, vous avez les numéros 1, 2, 3, 4. Vous notez 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Ah, je pensais que celui-là allait être plutôt facile. Et bien finalement, je suis pas mécontent de moi. Donc il y a un peu de tout, majoritairement du 3, sinon un 2 4 un 3 2. Toutes les mêmes. Ah non, je suis pas allé jusque-là. Il y en a bien qu'une qui ne correspond pas. Hop, je vous la mets là. C'était la 3 qui était la bonne. Et je vous ai entouré ce qui manquait ou ce qui a été rajouté dans les trois autres images. Donc dans la une, c'était bien cette petite étoile là sur le dessus de la porte qui a été rajoutée. Sur la 2, il manque la cheminée. Et sur la 3, il manque la gouttière. Ok. Bon, dans l'ensemble, vous êtes plutôt bien, bien débrouillé. Donc voilà, ce petit exercice, c'était pour vous faire comprendre que en 2 minutes, on a le temps de mémoriser une image comme ça, d'avoir un maximum de détails. Parce que vous êtes resté attentif et focus sur cette image et vous n'avez fait que répondre à cette consigne.
Donc, vous avez pu voilà, avoir un maximum d'informations et répondre aux questions que je vous ai posées. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce principe-là de fonction cognitive? Alors, la mémorisation, vous avez eu, il y a un Mute Online qui a été fait sur la mémorisation. Donc, vous pourrez essayer de le retrouver sur le site de la Mutualité française. Mais voilà, est-ce que pour l'instant, vous avez des questions ou pas? Sinon, on passe à la suite. Je laisse voir un peu sur le chat. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Quel conseil pour améliorer la mémoire? Il faut continuer les exercices de mémoire entre guillemets. Donc c'est des jeux de société. Il faut lire. Comme je vous ai dit, il faut amener, et je le redirai à la fin, de nouvelles choses. Euh, Essayer des nouveaux jeux, essayer des nouveaux livres, de nouveaux styles de livres, essayer de nouvelles activités, que ça soit d'activités sportives, d'activités ludiques. Il faut amener de nouvelles choses à votre cerveau, d'accord? Plus vous allez amener de nouvelles choses, plus votre cerveau en fait va rentrer dans un nouveau fonctionnement pour s'accaparer ces nouvelles choses, puisqu'il est sur des choses inconnues. Et donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de cette réserve cognitive, vous allez améliorer cette réserve cognitive. Donc, vous allez améliorer votre mémoire. Est-ce que le fait de faire des erreurs détermine ou peut déterminer une pathologie? Non, la réponse est non. On va parler des fameux petits oublis qu'on a. Et en fait, ces petits oublis ou ces erreurs, parce que voilà, on va plus porter la faute sur l'attention que vraiment la mémorisation et la mémoire. Quand on parle des petits oublis, c'est parce qu'en fait, on n'a pas été attentif à ce qu'on a fait. Les fameux, où est-ce que j'ai posé mes clés de voiture ou mes lunettes? C'est parce qu'en fait, quand vous les avez posées, au moment où vous les avez posées, vous n'avez pas été attentif à l'endroit où vous les avez posées. Parce qu'en fait, vous avez été perturbé par X choses ou X raisons. Et en fait, c'est ça qui amène les oublis et non pas une perte de mémoire. Vous n'avez pas été attentif ou vous êtes de moins en moins attentif, on va dire. Et donc, vous oubliez où vous avez posé vos clés, votre téléphone, votre lunette, etc. D'accord? Donc, quand vous faites quelque chose, concentrez-vous sur votre attention et normalement, ça devrait s'améliorer. Voilà. J'en reviens quand, avant de partir, on vérifie plusieurs fois si le fer à repasser est bien éteint. Est-ce un souci d'attention ou de mémoire? C'est pas de la mémoire, c'est de l'attention. Parce que quand vous avez arrêté le fer et que, en fait, si vous réfléchissez bien, vous avez eu quelque chose qui vous a contrarié en même temps, qui vous a perturbé. Et donc, vous n'avez pas été attentif à ce qui s'est passé, à ce que vous étiez en train de faire. Et donc, vous savez plus si vous avez coupé l'eau ou pas, si vous avez coupé l'électricité, si vous avez, où est-ce que vous avez mis les clés, etc. D'accord? Après, vérifier plusieurs fois. Je ne sais pas si on est sur de l'attention, sur de la mémorisation ou sur voilà, ce qu'on appelle les TOC. Si on fait plusieurs fois le fer et le gaz et fermer la porte, etc., là, on sort de l'attention, de la mémorisation. D'accord? Mais ces fameux petits oublis, on est vraiment sur de l'attention et non pas de la mémorisation. D'accord? Donc, euh, on va passer à l'activité physique. Alors, comment lier activité physique et cognition? Tout d'abord, je vais vous montrer en quoi l'activité physique est très très bon et très bonne pour le cerveau. D'accord? Donc, ça n'a pas seulement des avantages pour le corps, mais ça a des effets très très positifs sur le cerveau. D'accord? En premier, ça va améliorer la mémoire et la cognition. L'exercice physique va stimuler la production de nouvelles cellules nerveuses, va renforcer les connexions entre elles et donc va améliorer la mémoire et la fonction cognitive et les fonctions cognitives. L'activité physique va également réduire le stress et l'anxiété.
C'est connu. On va augmenter la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, pardon, et la dopamine, qui vont aider à réguler l'humeur et à réduire le stress et l'anxiété. On va également prévenir les maladies neurodégénératives. D'accord. Ça va prévenir les comme les démences ou les maladies type d'Alzheimer en maintenant les vaisseaux sanguins irrigués et en réduisant l'inflammation. Ok. Donc ça, c'est prouvé. L'activité physique freine l'apparition des maladies neurodégénératives. Ensuite, l'activité physique va améliorer l'humeur et le bien-être. L'exercice va libérer des endorphines, qu'on appelle hormones du bonheur, qui contribuent à une sensation générale de bien-être et qui peuvent soulager des symptômes de dépression légère. Ok. Donc, on est bien sûr de la dépression légère. Ok. Donc, voilà. Faire l'activité physique, c'est bon pour notre humeur. On va également augmenter la créativité et la productivité. D'accord? Des études ont montré que l'activité physique améliore ces deux notions-là en augmentant le flux sanguin du vaisseau. Donc, plus on fait de sport, plus on est productif. Que ça soit dans le milieu du travail, mais également pour soi, pour faire des activités, que ça soit du tricot, du dessin, de la peinture, etc. Et on va également améliorer son estime de soi et sa confiance en soi. Participer régulièrement à des activités sportives renforce ces deux notions en aidant à fixer et à atteindre des objectifs personnels et à améliorer son image corporelle. Qui dit amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi, dit amélioration du relationnel également. On va plus sortir de chez soi, rencontrer plus de monde, parce qu'on a confiance en soi pour aller faire une activité physique. Et donc, on améliore ses relations sociales, ce qui va entraîner une amélioration de l'humeur et du bien-être, etc., etc. Ok. Donc, l'activité physique, pour notre cerveau, c'est très bon. Ok. Sur plein de points. Donc, maintenant, je vais vous parler de trois concepts en lien avec la cognition et en lien avec le corps. On va parler de proprioception, de coordination, et ensuite, je vais vous parler de la double tâche. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la proprioception? C'est la capacité du corps à percevoir sa position et ses mouvements dans l'espace, qui est essentielle pour la coordination, l'équilibre et le contrôle moteur. La proprioception, c'est le fait que vous soyez capable de positionner votre corps, vos bras, vos mains, vos pieds, vos jambes dans l'espace de manière inconsciente. D'accord? Vous savez très bien où se situe votre bras actuellement, que ce soit le long du corps, sur une table, derrière le dos, etc. D'accord? C'est ce qu'on va appeler le sixième sens. Elle permet de savoir instinctivement où se trouvent nos bras, nos jambes, notre tête, qu'on ait les yeux ouverts ou les yeux fermés. D'accord? Elle repose sur un réseau complexe de propriocepteurs qui sont situés dans nos muscles, nos tendons et nos articulations. En fait, ces propriocepteurs vont être capables de détecter les changements de longueur musculaire, de tension et de position articulaire. C'est-à-dire que ces propriocepteurs sont capables de dire quand est-ce que vous bougez, comment vous bougez, en fonction de la contraction de vos muscles, en fonction de la position de vos articulations et en fonction du coup des tensions que subissent les muscles, les os, les articulations, etc. Et toutes ces informations sont transmises au système nerveux central, notamment à la moelle épinière et au cerveau, donc, qui vont intégrer et donc ajuster les mouvements en temps réel. Donc, moelle épinière, cerveau, et donc on parlait également du cervelet tout à l'heure, donc ce qui est basé entre le cerveau et la moelle épinière, et donc qui contrôle l'équilibre et la coordination des mouvements. Okay. Donc la proprioception apparaît, est utilisée tout le temps, tous les jours, dès que vous bougez en fait. Okay. Et donc le rôle dans la coordination
et notamment dans l'équilibre, en fait, la proprioception est cruciale puisqu'elle permet au cerveau de réguler la contraction et la relaxation musculaire afin d'exécuter les mouvements précis et fluides. S'il n'y avait pas de proprioception, vous ne serez pas capable de marcher, vous ne serez pas capable d'attraper un objet, de vous déplacer, etc. C'est la proprioception qui est un maintien important de l'équilibre en détectant les changements de position et en ajustant sa posture pour éviter les chutes. D'accord? Meilleure est votre proprioception, meilleur est votre équilibre et donc plus vous avez de chances de ne pas chuter. Ok? Et ensuite, si on met là ça à la coordination, eh bien, en fait, ça va dépendre des informations que vous allez recevoir des autres sens, comme la vision, l'audition et le système vestibulaire de l'oreille interne. Si on n'est pas coordonné, on a moins d'équilibre et donc la proprioception est moins efficace. D'accord? Dans la coordination, on va rajouter les sens. D'accord? Vous allez voir, je vais vous proposer des exercices qui vont mettre à mal cette coordination. Donc, d'abord, je vais vous montrer quelques exercices très simples que vous pouvez refaire à la maison avec peu, pas ou très peu de matériel et qui vont vous permettre d'améliorer votre proprioception. Ok? Finalement, ça va juste rester des exercices d'équilibre. Le premier, on va garder la position statique en équilibre sur une jambe pendant plusieurs secondes. On va ancrer ses pieds au sol, on va lever une jambe et on va contracter sa ceinture abdominale. D'accord? Donc là, en fait, équilibre sur un pied, ça va venir faire travailler tous les muscles de la voûte plantaire et donc améliorer votre équilibre, votre proprioception. Bien évidemment, pour un premier essai, on n'hésite pas à se mettre proche d'une chaise, d'une table, d'un mur pour se tenir, d'accord? Et être en sécurité. Une fois qu'on maîtrise ça, on peut garder la position, mais on va ajouter des mouvements. Vous allez pouvoir faire des battements avec les bras vers l'avant, vers l'arrière, monter les bras sur le côté, devant, etc. Vous pouvez également incliner le buste vers l'avant ou sur le côté. Toujours pareil, toujours en sécurité, pas de mouvement brusque, mouvement lent, contrôlé, euh, et toujours pas loin d'une chaise, d'une table, d'un mur pour se rattraper. D'accord? Euh, Ça, c'est du coup, on améliore, etc. Toujours en augmentant la difficulté, on va enlever aussi la vision, on va fermer les yeux. Vous allez voir, ça va augmenter notre déséquilibre et donc on va travailler encore plus notre proprioception. Toujours appuyé sur une jambe, on peut utiliser une balle, un objet, pour lancer contre le mur, par exemple, et l'attraper plusieurs fois. Voilà, on va créer un déséquilibre en faisant se lancer et en même temps, on va travailler un petit peu notre coordination. Ok? On peut faire ça en l'air, on peut faire ça contre un mur, on peut faire ça à deux, face à face, même position, et on se lance une balle. Et ensuite, pour des exercices pour augmenter du coup la difficulté, hein, on y va crescendo, hein, bien sûr, on peut utiliser un support instable. Donc là, on a un support qui est utilisé dans des cabinets de kinésithérapie. On peut utiliser un coussin à la maison, un ou deux coussins, et on va réaliser des squats au poids du corps, donc sans objet, sans rien, en gardant l'équilibre. D'accord? On fait des petits squats, on descend pas jusqu'en bas, on descend tout doucement et on remonte, et on fait 4 à 5 séries de 15 répétitions. D'accord? Et cet exercice va également nous permettre de renforcer nos articulations et nos cuisses. D'accord? Donc, en plus de travailler l'équilibre, on va travailler notre musculation. Euh, Avec chaussures ou pieds nus, c'est vous qui choisissez. Voilà, je vois le message sur le chat. Euh, pour ce qui est équilibre pur, vous pouvez le faire pieds nus, il n'y a aucun problème. D'accord? Tout ce qui va être sur un support, plutôt tendance à prendre les chaussures, ça vous stabilisera un petit peu plus les chevilles. Voilà. Donc, plutôt sécurité au niveau des chevilles. Mais l'équilibre se fait pieds nus, se fait en chaussures, en chaussettes, il n'y a aucun problème.
Ensuite, exercice de coordination. Là, je vais vous présenter des petits exercices. Vous pourrez les faire en direct, les tester de suite. Vous allez voir, c'est des exercices qui sont tout simples à réaliser. Toujours pareil, sans matériel ou très peu de matériel. Hop, le premier. Donc, n'hésitez pas à vous, si vous êtes devant l'ordinateur, à vous reculer un petit peu. Hop, à vous éloigner un petit peu. Donc, premier exercice, bras croisés alternés. Très simple, exercice qui va permettre de solliciter de manière très simple la communication entre les deux hémisphères droits. D'accord? Vous mettez les deux bras devant vous et avec la main droite, vous allez venir toucher votre épaule gauche. On revient en position bras tendu. Main gauche, on vient toucher son épaule droite. Voilà, tout simple. D'accord? Et on répète ce mouvement. OK? Si ça paraît plus simple, on accélère. On va de plus en plus vite. OK? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces deux exercices, cet exercice-là, très simple, va vous permettre de solliciter les deux hémisphères en même temps. Après, quelque chose d'un peu plus compliqué, marche arrière contrôlée. C'est-à-dire qu'on va marcher, on ne marche jamais en arrière. D'accord? Quand on se déplace, on marche vers l'avant. On se déplace vers l'avant. Mais cette fois-ci, le cerveau, on va lui dire qu'on va marcher en arrière. D'accord? Donc, il va reconstruire le schéma moteur. On va stimuler différentes zones de la planification motrice. OK? Donc, en fait, on va marcher en arrière de manière très simple. Toujours pareil. C'est bien un pas. Quand on marche, on amène un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Et là, c'est pareil. On amène un pied derrière l'autre. D'accord? Bien décomposer la marche. Et ça permet aussi d'avoir une prévention sur les fameux faux pas en arrière, de reculer, de se précipiter, de piétiner, etc. Donc, un bon exercice pour la coordination. Ensuite, lancer rattraper avec une seule balle. Donc là, on utilise une balle, un ballon, quelque chose voilà, de manière très simple, un petit sachet, etc. Donc là, on va mobiliser un circuit un peu plus complexe, puisqu'en fait, l'œil va voir l'objet, le cerveau va devoir anticiper la trajectoire, et la main doit se préparer pour attraper l'objet. D'accord? Et tout ce travail va faire qu'on va rattraper l'objet. Euh, et donc anticiper tout ce qui va être objet qui tombe, ou alors mal réceptionné, une porte qui se ferme, etc. Toujours pareil, lancer rattraper avec une seule main. On fait avec la main droite si c'est sa main forte. Ensuite, on peut faire avec la main faible, la main gauche. Vous allez voir. Déjà, là, on complexifie encore plus parce qu'on est moins agile avec sa main. Alors, je parle de main gauche, mais avec sa main faible. D'accord? Et ensuite, on peut faire du jonglage, toujours avec un objet. On lance avec une main, on rattrape de l'autre. On lance avec l'autre main, on rattrape de l'autre, etc. D'accord? Exercice qui peut se faire à deux également. Une seule main, la main forte, puis la main faible, et après les deux mains. OK? Et donc là, exercice aussi que vous pouvez faire là maintenant, ce qu'on appelle le doigt, nez, doigt. On revient sur la position du premier exercice, les deux bras devant, et avec son index, d'abord avec la main droite, on regarde devant soi, et on vient toucher le bout de son nez. Et on revient bras tendu devant. Avec l'index gauche, on vient toucher le bout de son nez, et on retend devant. On regarde devant soi, les deux bras tendus, et le regard reste devant. On ne suit pas le mouvement avec les yeux du doigt vers le nez. D'accord? Ça, c'est un excellent exercice qui va développer la précision du geste, la fluidité du mouvement et du coup la conscience de l'espace. D'accord? Entre là, on travaille bien aussi la proprioception, l'espace. D'accord? Mon corps repère les mouvements dans l'espace et les doigts, et il faut qu'il vienne. Le doigt doit se positionner sur un endroit très précis et qui rentre dans mon champ de vision. D'accord? Mais on a le regard droit devant. D'accord? N'hésitez pas à mettre en commentaire là l'exercice que je viens de vous donner de faire, là, le doigt nez doigt. Euh, Au premier abord, il y en a certainement qui ont dû se tromper, qui allaient toucher la narine ou l'arête du nez, ou voilà. Et en fait, en répétant ce mouvement, qui est très simple, eh ben, on y arrive et on va venir toucher vraiment le bout de son nez avec son doigt. OK? Donc voilà quelques exercices de coordination. Très simple. Allez. Alors, hop, je regarde.
Voilà, il y a marqué exercice chez l'ORL pour les vertiges. Voilà. Ça me fait penser aux tremblements essentiels. Est-ce que ce genre d'exercice pourrait limiter les tremblements? Euh, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça aura vraiment un impact sur cette donnée-là. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais vous essayez avec ces exercices-là, et puis vous voyez si vous sentez que ça améliore, si ça diminue votre tremblement, allez-y, continuez. Mais c'est vrai que ce sont des exercices quand même de contrôle, donc on est obligé de se concentrer sur un mouvement très simple, mais très précis. Donc peut-être que ça pourrait avoir un impact sur cette donnée-là, sur ces tremblements. Alors, exercice de double tâche. Qu'est-ce qu'on entend par double tâche? Donc, la double tâche, c'est le fait de réaliser simultanément deux activités qui demandent chacune de l'attention. L'une de ces activités va être motrice, on va marcher, on va se lever, on va courir. Et l'autre va être cognitive. On va calculer, on va parler, on va mémoriser, etc. D'accord? Donc, un exercice de double tâche, c'est faire deux activités bien précises. La première, ça va être une activité motrice. La deuxième, ça va être une activité cognitive. Bien évidemment, les deux se font en même temps. En vieillissant, le cerveau a tendance à privilégier une seule tâche à la fois. Résultat, la marche se dégrade dès que l'on parle. L'équilibre est plus fragile et c'est ce qu'on va appeler le stop walking when talking. C'est-à-dire que je m'arrête de marcher quand je parle. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, avec notamment du coup des personnes âgées qui sont obligées de s'arrêter de marcher pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir tenir une conversation. Euh, pour un enfant, pour un adulte lambda, on parle et on marche, c'est ignorant, on s'en rend pas compte. Mais en fait, cette tâche de marcher, parler, en fait, c'est une double tâche. Et en fait, cette double tâche diminue et devient de plus en plus compliquée avec le vieillissement du cerveau. Et donc, comment l'entraîner? Ben, c'est très simple. En fait, on va associer un défi cognitif, compter, citer, mémoriser, raconter, avec un mouvement physique. Marcher en arrière, marcher en ligne droite. D'accord? Donc, en fait, plus on va accentuer l'une des deux tâches, soit la tâche motrice, soit la tâche cognitive, on va augmenter la difficulté de la double tâche. Et donc, on va entraîner notre cerveau à faire de la double tâche. D'accord? Donc, toujours pareil, très simple, hein. Vous marchez et vous comptez. Vous décomptez à partir de 100 et vous enlevez 4. Vous marchez en arrière et vous citez des fleurs. Vous marchez sur une ligne droite. C'est vraiment bien. On fait talon-pointe pour vraiment accentuer le déséquilibre et vous racontez une histoire, etc. D'accord? On va prendre ces deux notions de marcher et parler et on va augmenter pardon, la difficulté. Ok? Ça, c'est pareil, c'est des exercices que vous pouvez retrouver euh, alors, à faire chez vous de manière très simple, mais que vous pouvez retrouver également dans des structures, dans des associations, des clubs de gym douce qui peuvent vous faire travailler ce genre d'exercice. Voilà. Et qui est un très très bon défi. Est-ce que ça va? Est-ce que sur la notion de double tâche, euh, ça vous parle? Alors oui, on parle de personnes âgées sur cette notion de je m'arrête de marcher pour parler, mais oui, on est vraiment sur la personne très très âgée ou avec quelques souvent atteintes également de démence. D'accord? Mais voilà, si vous voulez vraiment vous rendre compte de cette double tâche et de cette difficulté, essayez d'associer, d'augmenter la difficulté, que ce soit au niveau moteur, soit au niveau cognitif. Voilà. Et vous verrez que le résultat, c'est que vous allez vous arrêter de marcher
parce qu'en fait, votre cerveau va réfléchir pour donner une réponse. Vous allez avoir des absences au niveau cognitif, c'est-à-dire que vous ne serez plus capable de donner un nom d'animal pendant que vous êtes en train de marcher. Et donc, vous allez être là, et donc le cerveau, il bug un peu, etc. Si on est par exemple sur de la marche en ligne droite, ben, vous allez voir que même si vous avez un très bon équilibre de base, ben, votre équilibre va se dégrader. Parce qu'en fait, votre cerveau va privilégier la tâche cognitive pour donner les bonnes réponses et donc comment dire, et ça va se répercuter sur votre équilibre. Oui, chantonner en marchant. En marchant, vous allez chanter et vous allez vous mémoriser, rappeler la chanson. Donc, il faut vous fournir un effort sur les paroles, citer les paroles, etc. Donc, oui, on est sur de la double tâche. Alors, ça arrive de temps en temps. Il faut pas s'en offusquer, il faut pas en avoir peur, d'accord? Mais c'est pour ça. Ce travail, cette proposition de travail et cette augmentation de difficulté, voilà, peut vous aider à faire travailler, à vous entraîner le cerveau. OK? Donc, comment progresser, mais surtout comment progresser intelligemment, d'accord? On va faire des exercices de manière régulière et non pas de manière intensive. D'accord? Ces exercices, on les fait 15 minutes, 3 fois par semaine, ça va donner plus de résultats que 1 heure, une seule fois par semaine. D'accord? Le cerveau apprend par répétition espacée et non pas par accumulation. OK? Les 15 premières minutes vont vous sembler difficiles et vous allez vous dire non, mais en fait, il faut que j'en fasse plus. Non. Faites 15 minutes. La prochaine fois, vous allez faire 15 minutes et vous allez voir une amélioration. La prochaine fois, vous allez refaire 15 minutes et vous allez voir qu'il y aura une amélioration. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Au bout d'un mois, vous allez voir que ça va rentrer, vous allez trouver ça facile. Et donc derrière, on va complexifier un petit peu ce que je vous ai parlé, donner des exemples, etc. D'accord? Et donc on va amener de la nouveauté plutôt que de la routine. Dès qu'un exercice devient automatique, on ajoute une variante. Je vous ai dit les yeux fermés. On change de main. Du coup, on rajoute une double tâche. D'accord? Marcher en ligne droite, ben, la première semaine, c'est compliqué. La deuxième semaine, c'est mieux. La troisième semaine, ah, vous y arrivez, super. Ben, la quatrième semaine, vous rajoutez une autre tâche. Par exemple, au lieu de juste marcher, ben, vous marchez et vous récitez, racontez une histoire, vous chantez, vous donnez des noms d'animaux, vous décomptez, etc. Et puis vous rajoutez. Puis ensuite, la fois d'après, vous prenez une balle, un ballon, et puis vous jonglez un petit peu. Et puis, au début, ça va être compliqué. Vous allez voir, vous allez améliorer votre équilibre. Et puis, au fur et à mesure, vous allez jeter la balle de plus en plus haut. Donc, on va augmenter. C'est les fameux mouvements que je vous ai montrés tout à l'heure. Donner l'exemple. On a l'équilibre et on rajoute les mouvements en haut du corps. Ça va créer le déséquilibre, etc. On rajoute, on rajoute. D'accord? Et on reste pas dans la routine. Et surtout, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'attention à la mémorisation. J'y reviens. Quand on fait un exercice, on est concentré. On reste concentré sur ce qu'on fait. D'accord? Et on n'est pas distrait. On pratique sans télévision, sans musique forte. D'accord? On met son attention pendant 15 minutes sur son exercice et sur rien d'autre. D'accord? C'est la concentration qui va ancrer l'apprentissage dans le cerveau. OK? 15 minutes, c'est court. Donc pendant 15 minutes, restez concentré, restez attentif à ce que vous faites, aux exercices que vous allez faire. Et vous allez voir que vous allez apprendre euh, plus facilement et plus rapidement. Et là, on est sur des exercices d'activité physique, de cognition, mais ça marche également si vous voulez apprendre d'autres choses. On donne, par exemple, apprenez des nouveaux jeux de société, testez des nouveaux types de livres dans des nouvelles catégories, essayez le roman, le polar, etc. Essayez de nouvelles activités physiques, essayez d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, c'est plus dur parce que le cerveau vieillit, plus on avance en âge, plus le cerveau vieillit, et donc plus l'apprentissage devient compliqué. Mais si on est concentré, on est attentif sur des petits créneaux, 15-20 minutes, qu'on répète, qu'on est régulier, vous allez voir, vous allez apprendre. OK?
Allez, ben, du coup, on va voir si vous avez été attentif pendant cette heure de Mute Online. Quelle image n'apparaît pas dans la présentation de l'ensemble du... que je vous ai montré là? Je vous ai fait un petit exposé. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y avait plein de petits cerveaux qui apparaissaient sur différentes slides. Est-ce que vous pouvez me donner le cerveau qui n'apparaît pas? Vous me dites en bas, à gauche, au milieu, en haut à droite. Alors, je vois jardinage, ça fait partie. Oui, le jardinage, c'est très bon pour l'activité physique, pour la cognition, c'est très bien. La chorale aussi, c'est bon pour le cerveau. Vous êtes en groupe, vous êtes stimulé, vous apprenez de nouvelles chansons, donc c'est très bien. La chorale, c'est parfait. Alors, des sites d'exercices pour des exercices cognitifs, je j'ai pas. Je peux pas vous donner de site, mais vous fouillez. Il y a plein de sites qui proposent des exercices de cognition, voilà. N'hésitez pas à fouiller, à aller chercher sur Internet. Alors, on me dit le 3 en bas à gauche, en haut à droite, en haut à droite, le 3 ou le 4 en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à gauche. Le 3 le milieu, le 3 le bas à droite, en bas à droite, en bas à droite. Et la bonne réponse était en effet en bas à droite. Très bien. Bon, et bien voilà, on est bon pour moi. J'espère que cette représentation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. On peut te dire encore un petit peu. Merci Benoît pour ton intervention. Merci à Avec tous pour plaisir. votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Diversifier Sudoku, Scrabble. Oui, diversifier. Le Sudoku, il existe plein de jeux sur papier. Essayez-en d'autres, les mots mêlés, les mots croisés, etc. Il existe des Sudoku avec des chiffres, avec voilà. Et pareil pour le Scrabble, il existe plein de jeux de société qui utilisent des lettres avec des règles différentes. N'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des magasins de jeux de société à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller taper à la porte, allez vous renseigner. Il existe des jeux très, 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 très intéressants, très simples, mais qui sortent un petit peu d'habitude voilà, qui vous emmènent dans des chemins un petit peu plus variés, mais sans vous dépayser et en restant sur voilà, des jeux type Scrabble. Voilà. Et petite précision, j'ai répondu dans la conversation. J'aurai un webinaire plus pratique sur l'activité physique à adapter le mardi 17 novembre à 18 heures. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet pour vous y inscrire si vous avez souhaité avoir un peu plus de pratique. Pour répondre à la dernière, les jeux de société nécessitent plusieurs personnes. C'est faux. Il existe des jeux exclusivement solo ou qui peuvent se jouer de 1 à 2, 3, 4, 5. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, allez voir si à côté de chez vous, il y a un magasin de jeux de société. Posez les questions. Voilà, vous êtes intéressé, vous êtes toute seule et vous êtes intéressé par des jeux de société. Voilà, ils vont savoir vous donner, vous orienter comme il faut. Les jeux de société ne nécessitent pas des personnes. Voilà, vous pouvez jouer tout seul. Je vous remercie à toutes. Merci encore Benoît. Je vous Avec souhaite une plaisir. bonne journée et à très bientôt.